Comment est-ce que ça s'organise en interne? Vous êtes multi-produits, j'ai l'impression que vous avez qu'une seule team. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de break down dans des squads. Okay. Donc ça veut dire que sur chaque produit, tu vas avoir entre 1 et 3 squads. Vous avez pris une trajectoire avec le produit qui est d'abord un outil de gestion comptable, etc. Et puis ensuite, vous êtes venu vous développer sur le secteur bancaire. Au-dessus de son OS financier, est-ce que je veux plutôt que mon conseil soit distribué par des experts comptables ou est-ce que je veux plutôt qu'il soit distribué par des gens du secteur bancaire? Je pense que c'est ça ce qui fera la différence en fait sur le marché demain. Donc ces accélérateurs, que ce soit pour notre roadmap, que ce soit d'un point de vue équipe, que ce soit d'un point de vue marché. Donc ces accélérateurs et la conséquence derrière en marketing, effectivement, nous, c'est un intérêt puisque notre métier devient encore plus intéressant. Les mécaniques du B2B sont simples, mais du coup ça donne plus de complexité, plus de finesse. Moi, ça m'intéresse de comprendre, du coup, surtout que maintenant tu es sur la partie product, comment est-ce que ça s'organise en interne? C'est une bonne question. Vous êtes multi-produits, j'ai l'impression que vous avez qu'une seule team. Ouais. Explique. C'est une bonne question et c'est un truc qu'on a changé il n'y a pas trop longtemps. Okay. Je pense que dans l'historique de la boîte, Lemlist c'était le premier produit. Ensuite, Guillaume a vu une opportunité sur LinkedIn de créer ce qu'on appelait à l'époque un pod, Lempod. Ouais. Enfin, c'est plus un projet qu'on a. Je reçois d'ailleurs toujours des messages des fois de ah ouais Lempod, comment je peux y avoir accès, etc. C'est vrai? Alors que c'est un Énorme. projet qui est vendu, Ouais, depuis un moment en plus. Ouais, depuis un moment. Et donc du coup il y a eu cette brique de on a vu une opportunité, on a réussi à implémenter quelque chose de rapidement, quelque chose de rapide, à faire du chiffre. Je crois que Lempod par exemple ça faisait 600K de ARR avant qu'on l'ait vendu. Et ensuite on a eu Lemwarm. Et Lemwarm c'était plus par rapport à un besoin qu'on a vu sur le marché. Genre on a une communauté qui est quand même assez grosse et un problème qu'on voyait de manière récurrente chez les users, c'était putain mais mes emails ils vont dans les spams. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher tout ça? Et donc c'est là où est né Lemwarm par exemple. Et donc on a toujours un petit peu eu cette culture de on a envie de résoudre les autres problèmes que nos personas peuvent avoir et du coup de créer une sorte de suite d'outils qui va permettre de donner un maximum de valeur à nos targets, de les aider le plus possible dans leurs objectifs, etc. etc. Et donc du coup, là, aujourd'hui, à date, on a 5 produits SaaS. Donc on a Lemlist, Lemwarm, Lemcal, un nouveau produit qu'on vient de sortir, Taplio et Tweethunter, donc c'est 2 produits qu'on a rachetés. Et donc en termes de structure, c'est vrai que ça, c'est une bonne question. Et en gros, ce qu'on a décidé de faire, c'est de break down dans des squads. Okay. Donc ça veut dire que sur chaque produit, tu vas avoir entre 1 et 3 squads. Donc Lemlist, c'est le projet le plus gros, avec le plus de revenus, etc. etc. Donc ça, par exemple, tu as 3 squads là-dessus. Une principalement focus sur l'activation, donc à partir du moment où tu sign up jusqu'à la fin des 2 premiers mois d'utilisation. Ensuite, tu vas avoir une squad sur la lead generation. Donc comment est-ce que on te simplifie la vie à trouver les bonnes personnes pour ton business et à trouver leurs informations de contact, genre leurs emails, leur numéro de téléphone, etc. Et ensuite, la troisième qui est plus sur la rétention. Quelles sont les grosses features qu'on a envie d'implémenter pour apporter un max de valeur? Et du coup, dans chacune de ces squads, tu vas avoir plusieurs rôles. Donc, tu vas avoir genre un PM, tu vas avoir un designer, tu vas avoir un marketeur, tu vas avoir 1, 4 devs en fonction, tu vois, de la taille de la squad ou des choses comme ça. Tu vas avoir certaines squads où il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de devs et c'est pas forcément plus efficace quand tu as plus de devs sur une problématique. Donc, tu vas avoir des squads avec plusieurs types de rôles à l'intérieur. Sur Lemwarm, tu as une squad. Sur Lemcal, tu as une squad. Taplio et Tweethunter, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'on a racheté une team. Donc, du coup, c'est toujours la team qu'on a racheté qui travaille dessus. Donc, eux, ils sont un petit peu plus développés. Il y a potentiellement plus aussi de job title là-dedans. Et du coup, ça s'organise vraiment sous forme de squad où du coup, on essaie de responsabiliser au max les équipes qui sont dessus parce que nous, on pense que, et c'est un truc que plein d'autres boîtes qui sont successful font aussi, c'est t'as pas besoin d'avoir trop d'interlocuteurs ou de personnes qui travaillent sur un sujet en particulier. Je parlais avec un designer de chez Framer, par exemple. Eux, je crois qu'ils sont genre 40 ou 50 dans la boîte et ils commencent à bien percer sur la création de sites internet, sur les communautés de designers, etc. Et en fait, eux, c'est un designer, un dev qui est en duo pour chaque feature. Et donc, ça veut dire que le designer, c'est lui qui va porter la casquette du PM, c'est lui qui va porter la casquette potentiellement du marketeur derrière et du solutioning et de comment est-ce qu'on trouve la meilleure solution pour tacler ce problème-là qu'on a pour nos cibles. Okay. Donc, l'idée, c'est de créer en gros plein de petites teams qui vont tacler des scopes qui sont spécifiques, mais quand même qui sont assez larges. Enfin, du coup, entre le sign-up et les 2 premiers mois d'utilisation sur l'activation,
t'as quand même de quoi faire, tu vois. Mm. Et du coup, d'avoir ça sur la partie product. Et ensuite, après, tu vas avoir des teams qui sont un petit peu adjacentes, qui vont, eux, par exemple, le customer support, ça n'a pas trop de sens de les mettre dans une squad, donc ça reste une team. Pareil pour la team Ops, au final, c'est pas une squad, c'est plutôt un certain nombre de personnes qui vont aller débloquer les portes d'un certain nombre de squads ou d'autres teams. Ok. Donc, tu as quand même un peu cette vision, on va dire, tu sais, dans certaines boîtes, tu as la vision globale locale, mais plus en fonction des pays, tu vois. Vous, j'ai l'impression qu'il y a un peu le global local en fonction des produits. Ouais, C'est-à-dire, tu as une équipe globale typiquement Ops, et après, tu as tes petites squads par produit. Ok. Mais toi, par exemple, tu es sur une team globale? Les managers, on va dire, ils sont pas forcément tout le temps dans des squads. Ok. Ils sont plus là pour débloquer aussi des portes, que ce soit genre level up les gens qui travaillent sur des squads. Ils sont plus là pour apporter une vision un petit peu plus stratégique aussi, et aussi potentiellement veiller à ce qu'on exécute correctement, tu vois, les différents sujets. Mais c'est clair qu'on n'a pas dit ok, on va faire la France d'abord, ensuite on va faire l'Allemagne, ensuite on va faire l'Espagne, comme beaucoup d'autres boîtes. Peut-être que pour d'autres boîtes c'est nécessaire, hein, voilà. Mais nous on a toujours été international first, et enfin ça continue comme ça, quoi. Ok. Et du coup, dans cette façon d'approcher les choses, comment est-ce que vous vous assurez de la cohérence qu'il y a dans l'Empire? C'est aussi ça, du coup. C'est que les gens qui sont en dehors des squads là, donc par exemple moi, par exemple les gens qui sont par exemple le CTO, par exemple, tu vois, les Head of Engineering, c'est les personnes potentiellement sur la partie product, en tout cas par exemple, qui vont s'assurer qu'il y a un alignement avec toutes les autres squads, qui vont faire en sorte que ok, est-ce que ça n'a pas un impact, ce qu'on est en train de faire ici, sur une autre squad, et donc d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue genre user journey ou business sense. Bien sûr. Et donc c'est exactement le rôle de bien veiller à ce qu'on exécute bien, qu'on est efficace, qu'on arrive à délivrer beaucoup de valeur, qu'on arrive à avancer sur les sujets, et aussi qu'on arrive du coup, comme tu l'as dit, à avancer de manière cohérente. Ouais. Exactement. Ok. Côté acquisition, vous avez, chaque produit se fait sa propre acquisition du coup. Ouais, l'idée en fait de faire des produits différents. En fait, on pourrait tout mettre dans un même produit si tu veux. Quand tu regardes HubSpot, c'est une marque et tu as tout dedans, mais du coup, tu perds en clarité parce que du coup, tu as à la fois le CRM, tu as le website builder, tu as toutes tes campagnes potentiellement, etc., etc. Nous, l'idée, c'est de break down justement ces gros sujets-là et d'avoir un branding qui est un petit peu unique pour chacun de ces produits. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir potentiellement faire du bundling. Par exemple, les gens qui utilisent Lemlist utilisent le plus souvent Lemwarm. Ouais, parce que c'est très lié. Mais tu vas potentiellement aussi acquérir des gens qui veulent juste faire du warm-up. Et donc ça veut dire qu'en gros, tu vas avoir des gens qui vont arriver et qui vont juste payer pour Lemwarm. T'en as qui vont payer pour Lemlist et pour Lemwarm. T'en as qui vont prendre plusieurs produits de la suite. Et t'as même des gens aujourd'hui qui font à la fois du Taplio, à la fois du Lemlist, à la fois du Lemwarm et à la fois du Lemcal. Et du coup, de vraiment rentrer dans cet écosystème où en fait, c'est des briques qu'on t'apporte et qui te permettent de débloquer plus de valeur pour ta boîte. Oui, puis le fait de... Tu vois, le préfixe Lem qu'on retrouve un peu partout, c'est aussi d'une certaine manière un peu un gage de qualité. Tu sais, c'est un peu comme les franchises, tu vois, tu sais, t'as non mais tu vois, je veux dire, tu vas dans un McDo à un endroit ou tu vas dans un McDo à un autre, tu sais que tu retrouveras globalement ton Big Mac qui sera globalement pareil, tu vois. Et je pense que le fait de se dire, je suis un utilisateur de Lemlist, je kiffe Lemlist, et en fait ils ont sorti cet autre produit, et oui le branding est différent et tout, mais vous faites quand même cet effort de créer un peu de la cohérence et voilà, d'un point de vue branding. Je me dis, c'est un univers que je vais connaître, c'est une qualité, c'est la qualité Lemlist, tu vois. Il y a un peu ce truc-là, je trouve que c'est assez intéressant. Mais par contre, oui, moi j'en viens au sujet de l'organisation, parce que je me dis, ça doit quand même être un peu le bazar. Et du coup, j'imagine que vous avez un peu un playbook du lancement de produit. C'est quoi le playbook? Je pense que ça dépend de... C'est une bonne question. En fait, on prend les méthodes qu'on a utilisées sur un produit en particulier et on va l'appliquer à d'autres.
Mais t'as pas forcément, tu vois, de playbook qu'on a et qu'on suit à la lettre. Surtout, en fait, ça dépend en fait beaucoup du contexte. Genre, par exemple, l'MCAL, c'est un nouveau produit. C'est pas un produit où on estime qu'on a un product market fit encore dessus. Et donc, ça veut dire que ça va être un petit peu différent quand même que un produit comme l'M-Worm où du coup, on a vu, tu vois, quelque chose qui était radicalement différent. Parce que c'est un problème que les gens ont vraiment, parce que je dis pas que l'MCAL c'est pas un problème qu'ils ont, mais en plus vous êtes en frontal avec l'identification du problème, c'est-à-dire que les gens vous contactent en vous disant je suis en spam. Donc vous êtes directement frontal là-dessus. Sur l'MCAL, ça me semble moins évident le fait que le problème que vous essayez de résoudre, vous étiez en frontal sur la problématique. En fait, je pense que tu as aussi le truc qui est un petit peu différent, c'est que quand on a lancé l'M-Worm, c'était d'abord une feature plutôt qu'un produit à part. Et qu'en fait, on a pris cette feature et on en a fait un produit à part. Et donc du coup on savait qu'on avait déjà, tu vois, de l'attraction dessus, déjà du revenu dessus, etc. Alors que l'MCAL c'est un nouveau produit, c'est pas un produit où on l'avait en tant que feature avant. Et donc ça veut dire que le playbook pour lancer, c'est un petit peu comme n'importe quel produit que tu as envie de lancer. Tu as besoin de comprendre les pains, tu as besoin de comprendre à qui tu vas t'adresser, d'exécuter des choses et voir ce qui colle et ce qui colle pas. Et c'est en avançant, en itérant, quoi. Dernier sujet que j'aimerais adresser avec toi, c'est le côté multiproduit. Et notamment, il y a un sujet, on en parlait en off un petit peu avant, c'est vous avez pris une trajectoire avec le produit qui est d'abord un outil de gestion comptable, etc. Et puis ensuite, vous êtes venu, on va dire, vous développer sur le secteur bancaire, parce que maintenant, il y a un compte pro au sein de Penny Lane. À l'inverse, d'autres acteurs comme Conto suivent un peu une trajectoire inverse, c'est-à-dire ont commencé par se développer sur le secteur bancaire et aujourd'hui ils sont en train de développer des sujets, des outils de gestion. Concrètement, comment est-ce que vous cherchez déjà à développer cette partie-là ? C'est quoi un peu le plan là-dessus ? Et comment est-ce que vous venez justement travailler sur des positionnements différenciants ? Tu vois, face à des acteurs comme Conto. Donc Conto, Shine, tu vois, il y en a plein en fait des néobanques qui commencent à s'intéresser au sujet de la gestion. Pas encore au sujet de la compta, mais au sujet vraiment de la gestion. Je peux faire mes factures, je peux faire de la pré-comptabilité. Voilà. Et des acteurs qui viennent du sujet de la compta, qui commencent à distribuer des services financiers pour les clients et pour les cabinets d'expertise comptable, pour qu'ils puissent les proposer à leurs clients. Et tout ça, en fait, ça traduit la création d'une catégorie. Ce sujet de l'OS financier, c'est un vrai sujet. On le voit émerger dans les pays anglo-saxons et je pense vraiment que c'est le défi de positionnement qui nous attend là dans les quelques années à venir. Moi, je trouve ça excellent. C'est-à-dire que c'est une nouvelle forme de concurrence qui est assez saine parce qu'elle va amener de nouveaux usages pour les entrepreneurs et pour aussi les cabinets d'expertise comptable. Alors après, comment on se différencie ? C'est des questions de posture et de vision. La finalité, à un moment donné, c'est que tout va se regrouper autour du même sujet. Faire sa gestion, c'est-à-dire faire sa facturation, tenir sa compta et avoir son compte pro se passera au sein d'un seul et même OS. La question en fait que se posent les dirigeants, c'est la dimension technologique, elle va être résolue par beaucoup d'automatisation, beaucoup d'outils comme Penny Lane, comme d'autres. Par contre, c'est la dimension conseil où celle-là, on va toujours en avoir besoin, quoi. Et donc, au-dessus de son OS financier, est-ce que je veux plutôt que mon conseil soit distribué par des experts comptables ou est-ce que je veux plutôt qu'il soit distribué par des gens du secteur bancaire ? Je pense que c'est ça ce qui fera la différence en fait sur le marché demain. Et nous, le retour qu'on a quand même, c'est que pour des TPE-PME, le médecin de famille, c'est l'expert comptable et c'est auprès de lui qu'on a besoin de bien pouvoir échanger, quoi. Donc voilà, en tout cas, il y a des boîtes qui commencent à bouger et à amener de la porosité. Ça traduit la création d'une catégorie, des modèles de vente qui sont très, très différents. Tu vois, tu citais un Conto, c'est un Shine aussi pour comparer. Ces deux boîtes-là investissent beaucoup en acquisition directe parce qu'elles vont chercher leurs clients par de l'investissement marketing grand public très, très fort. Là où nous, un Penny Lane, on a plus le parti pris de travailler pour les experts comptables. Donc, on leur crée le compte pro qui va leur faciliter vraiment la vie et le quotidien, qui va leur permettre aussi de vendre peut-être demain des services financiers à leurs clients, de manière à faire de ces gens-là les meilleurs prescripteurs pour toucher le tissu économique. Donc, c'est aussi des modèles d'acquisition qui sont très différents. Et donc, on voit bien aussi que le sujet du positionnement, c'est pas que d'un point de vue messaging, mais c'est aussi un modèle de distribution, tu vois. Ouais, complètement. Parce que en fonction de qui est ton bras droit en fait dans ta distribution, tu ne portes pas les mêmes messages. Voilà, c'est pour ça qu'on tu vois pas Penny Lane à la télé comme tu peux voir des acteurs bancaires à la télé parce que leurs modes d'acquisition ne sont pas du tout les mêmes. Je pense aussi que
tu vois, encore une fois, j'en reviens à ce que je t'ai dit en intro sur le fait que le secteur de la compta, c'est peut-être un secteur qui est pas sexy, etc., etc. Je pense que c'est, en fait, tu me fais aussi prendre conscience peut-être que c'est un secteur qui est mal compris, tu vois, globalement par les entrepreneurs. Je pense que c'est encore une fois mal compris, et je te disais que pour moi au début un comptable c'était quelqu'un qui allait gérer mes factures et puis qui allait rentrer dans les cases, tu vois, compte zéro machin truc, bref, et me faire mon bilan, alors que c'est un métier de conseil, blablabla. Alors que le secteur bancaire, tout le monde a une banque, c'est un secteur qui fait déjà de la pub en télé depuis extrêmement longtemps, etc. Donc la compréhension, déjà ne serait-ce que la compréhension du produit, du secteur, etc. est absolument pas la même. Donc naturellement, les leviers, tu vois, tu peux beaucoup moins faire du mass market et de la télé, etc. Tu vois. Alors après, le cliché du comptable, je pense qu'en France, on aime bien l'entretenir. Le cravate, chemisette, crayon dans la pochette, voilà, le Jean-Claude Convenant de Caméra Café, quoi. Donc forcément, voilà, on vit avec ce cliché-là. Je pense qu'il a existé dans l'univers bancaire il y a quelques années et qu'en fait, l'usage qu'on a en tant que particulier des banques a un peu cassé ce cliché-là. Tu vois, avec les bourseaux, les Fortunéo, où en fait, on s'est mis à aimer son application bancaire. Et après, il y a des boîtes, on citait Conto tout à l'heure, qui ont fait beaucoup de bien, je pense, beaucoup de bien pour le particulier, peut-être moins, qui ont changé l'image en tout cas du sujet bancaire. Je sais pas si sur la compta il y a besoin de le faire, tu vois, il y a peut-être moins besoin, et si vraiment ça bougera dans ce sens-là. En tout cas, je te rejoins complètement pour se dire que c'est un secteur qui est mal compris. Moi, le premier, j'avais vraiment de gros clichés dessus, et en fait, je trouve ça assez passionnant de voir le rôle que jouent ces gens-là, assez cachés en fait auprès du tissu économique, du moins en France où la compta est super complexe, et c'est assez cool en fait de bosser pour une boîte qui s'attaque à un sujet comme celui-là. Enfin, d'un point de vue market com, c'est génial de se dire c'est clair. Voilà, au moins il y a de quoi faire, quoi. Ah bah c'est un beau challenge, je suis 100% d'accord. Et en plus, comme on l'a dit, quand tu parles avec des entrepreneurs et que tu leur demandes alors ton comptable et tout, bah tu vois, moi c'est comme je t'ai dit, moi j'adore mon comptable, tu vois, enfin vraiment. Et donc tu vois, il y a un peu cette espèce de paradoxe entre oui, bon bah tu vois, Jean-Claude Convenant, et en même temps quand tu parles aux entrepreneurs, ah mais moi je l'adore en fait mon comptable. Et donc tu sais, il y a quand même un espèce de challenge pour ah bah allez, on va vous aider à montrer aussi cette facette de votre métier, quoi. Enfin, c'est quand même hyper cool. T'as un vrai cliché à casser. Alors après, c'est un cliché qui est parfois malheureusement entretenu dans certains cabinets où c'est quand même assez tradit dans l'organisation d'équipe. Et donc, voilà, malheureusement, tu as des gens qui ont des boulots où les étapes sont difficiles à passer. C'est des gens qui ont fait 8 années d'études pour être expert comptable. Donc, tu as aussi ce truc très fermé. Voilà. Mais pourtant, tu vois, c'est des gens qui souffrent d'une vraie difficulté à recruter dans ce secteur-là. Et il va falloir quand même que les choses bougent déjà chez eux en interne pour que ça puisse davantage transpirer et qu'un jour, ça arrive jusqu'au grand public de se dire... c'est un métier qui me donne envie et c'est des gens avec lesquels j'ai envie de collaborer. Passage d'une approche monoproduit, multiproduit, passage d'une seule entité à différentes entités parce que du coup, il y a eu des rachats, notamment Hotjar, tu l'as mentionné. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi côté market, quoi ? Plusieurs choses. Il y a une complexité forcément de notre marketing qui évolue. Tu l'as mentionné, on est passé, quand moi je suis arrivé, d'une solution à une plateforme, à du multiproduit, donc plus de personas. Plus de on couvrait déjà toutes les verticales, donc une complexité dans ton marketing. Tu dois être un peu plus fin dans ta segmentation, dans tes approches, dans ton discours, donc il y a plus de complexité, mais donc du coup c'est plus intéressant. On a aussi évolué beaucoup à l'international, donc il y a aussi plus d'impact aussi business, donc ça aussi c'est assez décisif. Mais après les acquisitions, elles ont à chaque fois des raisons qui sont extrêmement posées. Ça peut être accélérer dans ton produit, tu vois, des features, accélérer ta roadmap, c'est du gain de croissance finalement d'un point de vue temps, d'un point de vue compétences. Ça peut être aller chercher, tu vois, typiquement, on a racheté Clicktel en 2019, donc qui était quasiment un concurrent qui avait la même taille, qui est un concurrent israélien. Il y avait toute le R&D en Israël, donc ça nous a permis quasiment de doubler les effectifs de taille R&D, tu vois, à l'époque, mais aussi, ils avaient 80% de leur marché aux US, d'avoir une équipe commerciale, des clients aux US, etc., quoi. Donc, c'est des accélérateurs. Que ce soit pour notre roadmap, que ce soit d'un point de vue équipe, que ce soit d'un point de vue marché. Donc, c'est des accélérateurs et la conséquence derrière marketing, effectivement, nous, c'est un intérêt puisque notre métier devient encore plus intéressant, puisque les mécaniques du B2B sont simples, mais du coup, ça donne plus de complexité, plus de finesse
une nécessité d'avoir travaillé sur de la créativité, aussi sur notre marque, pour expliquer les choses un peu partout dans le monde, tu vois, ce qu'on fait à nos prospects et à nos clients. Donc finalement, moi, j'y vois qu'un intérêt, tu vois, grandissant. Et il y a un côté humain qui est hyper intéressant, puisque tu vas intégrer dans ta famille, entre guillemets, tu vois, 100, 150 personnes. Alors, il y a eu 8 acquisitions, mais il y a eu des boîtes où ils étaient une quinzaine, tu vois. Mais, oui. Mais ça a beaucoup quand même d'enjeux culturels d'intégrer, tu vois, des gens qui sont d'autres boîtes, d'autres pays, qui étaient peut-être sur une segmentation un peu différente en termes de cible. Ouais, il y a un gros enjeu sur comment tu intègres ces gens d'un point de vue aussi culture d'équipe, quoi. Et j'imagine que ça a aussi son lot de challenges. Et tu vois, parmi les challenges, ça peut être est-ce qu'ils vont s'appeler Content Square? Est-ce que oui, des enjeux de marque. Alors aujourd'hui, tous les acquisitions. Hotjar opère d'un point de vue complètement individuel. Hein. Donc il y a Content Square qui est vraiment sur la partie enterprise, grand compte, et Hotjar sur la partie SMB. Qui est une marque très forte. Qui est une marque très très forte, surtout aux US, effectivement, Hotjar en l'occurrence. Les autres sociétés qu'on a intégrées ont été intégrées d'un point de vue marque, d'un point de vue équipe, d'un point de vue produit dans Content Square. Mais oui, il y a des enjeux forcément de marque à moyen terme sur... Surtout que notre idée, c'est de réconcilier le SMB et l'entreprise, donc vraiment arriver sur l'ensemble de la chaîne, donc vraiment de l'individu, de l'entrepreneur à la grande entreprise, donc réconcilier l'ensemble du marché. Donc oui, il y aura des forts enjeux de marque, d'identité de marque, de positionnement, mais aussi même de comment tu t'organises d'un point de vue sales, marketing, puisqu'on parle de je mets ma carte bancaire en ligne sur un site sur lequel j'étais découvrir un produit grâce à plutôt du contenu, plutôt de l'inbound, à une stratégie sales, tu vois, très enterprise, grand compte, avec des montants de contrats à 6 chiffres sur des contrats de 3 ans sur des grands groupes. Donc tu as toute une organisation aussi d'un point de vue sales, market, process derrière. Donc, mais c'est des enjeux là, captivants sur lesquels on va nous focaliser là, les prochains mois. Et j'imagine aussi que avec ça vient tous les enjeux, potentiellement cross-sell, potentiellement effectivement upsell, tout ça. Est-ce que aujourd'hui vous êtes déjà organisé de sorte à favoriser ce genre de choses même entre les différentes entités? Comment... Alors, différentes entités, pas forcément. Il y a des passages de relais entre Hotjar et Content Square sur des leads selon la taille de marché, tout simplement. Est-ce que c'est un client assez gros pour Content Square, peut-être plus grand que ce que Hotjar peut faire? Tu vois, aussi simple que ça. Après, oui, il y a des enjeux par contre upsell, cross-sell qui sont très très forts puisqu'on est un éditeur de logiciels SaaS, c'est-à-dire que tu vas mettre beaucoup de coûts d'acquisition, d'investissement, temps, budget dans l'acquisition de nouveaux logos, c'est le cas chez nous. Et puis derrière, ta rentabilité dans le SaaS, elle est sur la récurrence, tu vois, le renew de ton contrat. Et aussi le fait d'aller vendre plus et en transverse à un client. Donc oui, on est organisé sur l'upsell cross-sell avec des équipes qui font un marketing un peu dédié à ces cibles-là. En réalité, notre marketing aussi, le nouveau logo, il est aussi dédié, enfin, il est aussi utilisé pour la partie upsell cross-sell. Les sales ont des targets et une stratégie dédiée. Pareil, nos CSM qui sont à la fois dans l'accompagnement, mais potentiellement aussi dans l'identification d'un besoin, tu vois, côté de nos clients avec qui sont en interaction pour aller vendre plus, tu vois, ou en transverse dans des équipes. Donc ouais, on a une stratégie dédiée, c'est capital, parce qu'en fait, ta rentabilité en éditeur SaaS, elle est sur le renouvellement de tes contrats. Elle est surtout là-dessus, puisqu'on a mis un coût d'acquisition, nous, qui est extrêmement élevé, quoi.